Mesdames et messieurs, il est 18h31, ouverture de la séance. Je vais faire l'appel nominal. Monsieur Bloch, présent. Madame Bédouré et Arts va arriver. Monsieur Mussotte, oui. Madame Caillès a donné pouvoir à Monsieur Caillès. Monsieur Louis, présent. Monsieur Pratt, présent. Monsieur Caillès, présent. Madame Bonsoeur, présente. Monsieur Dubourdieu, présent. Monsieur Odema, présent. Monsieur Moncouvert, présent. Monsieur Traoré va arriver. Monsieur Grasse a donné pouvoir à Monsieur Trabucussac. Monsieur Trabucussac, oui, présent. Madame Roy, présente. Monsieur Gara, présent. Madame Chadot m'a donné pouvoir à Monsieur Gara et Madame Nyon, présente. Bien, nous avons le quorum au pouvoir. Alors, je vais faire la désignation de secrétaire de séance. Y a-t-il des candidatures? Moi, je suis candidat. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Écoutez, je vais mettre au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. Alors, je vais passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 17 mars 2025. Il y a eu trois petites fautes de frappe qui ont été rectifiées. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Non, vous avez vu le rectificatif. Je vais mettre au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci beaucoup. Donc, là, l'ordre du jour, c'est la D14, c'est le vote du CFU 2024 de la commune. La D15, c'est le vote du CFU 2024 assainissement. La D16, c'est l'affectation de résultats 2024 commune. La D17, c'est l'affectation de résultats 2024 assainissement. La D18, c'est le vote des taxes locales 2025. La D19, c'est le vote du budget communal 2025. D20, c'est le vote du budget assainissement 2025. La D21, c'est les subventions communales aux associations 2025. La D22, c'est l'attribution du marché de restructuration du bloc sanitaire de l'école primaire. La D23, c'est l'achat parcelle. Et la D24, c'est la convention d'occupation temporaire du domaine public au port. Bien. Compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire, c'est l'avenant à la convention des modalités d'exercice des services du SDEG pour l'instruction des ADS. Bien. Alors, la D14. C'est l'approbation donc du compte financier unique 2024 budget communal. Vous avez eu, petit rappel, puisque pour pouvoir voter le budget, il faut envoyer tous les documents comptables 12 jours avant, ce qui a été fait. Donc vous avez eu tous les documents en votre possession, ce qui fait que tous les résultats que vous avez devant vos yeux, je vais malgré tout les citer. Pour le budget principal, en fonctionnement, le résultat reporté était de plus 761 137,24. Le résultat de l'exercice était de plus 262 128,83, ce qui fait un résultat de clôture de plus de 1 023 266,07. En investissement, le résultat reporté était de moins 188 739,16. Le résultat de l'exercice était de moins 89 452,74. Donc, le résultat de clôture était de moins 278 191,90. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Oui. Oui, moi, c'est plus des remarques, des commentaires sur le CFU, sur les résultats de fin d'année, que sur les chiffres en eux-mêmes. Juste pour signaler que sur l'évolution du résultat, on est à peu près constant. On est toujours à peu près à 262 000 de résultats par an pour 270, quelles que soient, j'allais dire, les recettes. C'est-à-dire que en même temps, on a des recettes qui ont augmenté de 16%, 17% même, et des dépenses, des recettes qui ont augmenté de 13%, des dépenses qui ont augmenté de 17%. Donc on a un aménagement de notre résultat, en fait. Même si le chiffre est le même, on a un aménagement des résultats malgré l'augmentation des recettes. Donc voilà ce que je voulais signaler. Deuxième point que je voulais signaler, c'était l'évolution depuis 2 ans des charges de personnel qui sont à plus de 54% des frais de fonctionnement. Donc ça me paraît être un point important à signaler. C'est à la page 5 du CFU pour ceux qui l'ont lu.
Dernier point enfin, c'était la trésorerie de fin d'année qui était à 774 000 au 31 décembre, avec l'empreinte de 300 000. C'est là que ça confirme ce que j'avais, la remarque que j'ai faite l'an dernier, que l'empreinte était absolument indispensable pour tourner, que l'on aurait pu éventuellement se contenter d'une ligne de trésorerie. Donc 300 000 euros qu'on a empruntés, on les retrouve dans la trésorerie. Très bien. D'autres observations? D'autres observations? Bien. Je vais te laisser passer au vote, Philippe, puisque je me dois de ne pas être présent. Vous le savez. Bien, nous allons procéder au vote pour la D14. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, il y a l'unanimité. Vous pouvez revenir, monsieur le maire. Bien, maintenant nous passons à la D15 qui est l'approbation du compte financier unique du budget d'assainissement. Donc en fonctionnement, les résultats reportés est de plus 141 847,21. Le résultat de l'exercice est de plus 15 691,21. Donc le résultat de clôture est de plus 157 538,42. En investissement, le résultat reporté est de moins 11 813,66. Le résultat de l'exercice est de plus 5 404,04, ce qui fait un résultat de clôture à moins 6 409,62. Y a-t-il des questions? Toujours deux mots de commentaire sur ce CFU, sur l'exploitation d'assainissement. Quand on regarde de plus près, on dégage d'une façon structurelle depuis 2 ans de déficit d'exploitation, c'est-à-dire qu'on a un service qui ne s'autofinance pas et qui a du mal à un déficit d'exploitation de 22 000 euros cette année. Et il me semble que rien ne peut changer grand-chose à ce problème, sachant qu'on est déjà très haut en tarif et que la consommation stagne. Donc là, on a un vrai souci. Au fur et à mesure de ces déficits se sont imputés sur les reports à nouveau, c'est-à-dire qu'on avait un report à nouveau de 170 000 euros en 2021, qui est aujourd'hui, on le verra plus tard dans l'imputation des résultats, de 104 000 euros. Donc on a mangé 70 000 euros d'excédent de trésorerie. Ça veut dire que structurellement, sur les 2 ou 3 ans qui viennent, on va avoir des problèmes sur l'équilibre de ce budget, sur sa pérennité. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, merci. Pas d'autres observations? Je vais au vote. Ah pardon, je vais sortir. Juste, on parlera de tout ça après. Hein. Je fais votre petit commentaire et je détaillerai tout ça après dans le vote du budget. Je vous laisse voter, cher ami. Bien, nous allons procéder au vote de la D15. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Vous pouvez revenir, monsieur le maire. Bien. Donc là, nous allons passer à la D16, qui est le budget communal avec l'affectation du résultat de l'année 2024. Donc un excédent qui, depuis plusieurs années, donc ça remonte à 2014, où on a des excédents qui sont sensiblement toujours les mêmes. Et donc nous sommes avec 262 128,83. Avec les résultats reportés de l'exercice antérieur avec un excédent de 761 137,24, ce qui fait un résultat de clôture de 1 023 266,07. Pour le besoin réel de financement de la section d'investissement, nous avons un résultat qui est déficitaire à hauteur de 89 452,74 et le résultat reporté de l'exercice antérieur qui est de 188 739,16, ce qui fait un résultat comptable cumulé
déficitaire à hauteur de 278 191,90. Donc nous avons un besoin réel de financement qui est de 368 108,15. Donc, quand vous avez les chiffres de 1 023 266,07, comme vous avez pu le voir, qui est un excédent reporté cumulé, nous avons donc un résultat à hauteur de 655 157,92. Donc, nous avons en recette un excédent reporté de 655 157,92, un solde d'exécution à hauteur de 278 191 et un excédent de fonctionnement capitalisé à hauteur de 368 108,15. Y a-t-il des observations par rapport à ce budget communal? Je vais le mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. La D17, c'est le budget d'assainissement avec l'affectation de résultats. Donc nous avons un excédent qui est à hauteur de 15 691,21, un résultat reporté de l'exercice antérieur qui est excédentaire à hauteur de 151 847,21, ce qui fait un excédent de clôture à 157 538,42. Le besoin réel de financement de la section d'investissement est avec 5 404,04. Et vous avez le résultat reporté de l'exercice antérieur qui est déficitaire à hauteur de 11 813,66, ce qui fait un déficit de 6 409,62. Le solde des restes à réaliser est à hauteur de 46 618,63. Nous avons donc un besoin réel de financement à hauteur de 53 028,25. Et nous avons le résultat excédentaire à hauteur de 157 538,42. Donc, vous avez un résultat qui est donc le sous-total à hauteur de 104 510,17, ce qui fait 157 538,42. Nous avons donc en section de fonctionnement un excédent reporté de 104 510,17, un solde d'exécution à 6 409,62 et un excédent de fonctionnement capitalisé à hauteur de 53 028,25. Y a-t-il des questions, des observations par rapport à ce budget et cette affectation de résultats? Non, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc la délibération 18, c'est le vote des taxes locales de 2025. Donc, comme je vous l'ai dit lors de mes vœux, le taux de la taxe locale, qui était pour mémoire en 2024 de 37,17%, reste à hauteur de 37,17% pour 2025. La taxe foncière non bâtie est à 75,78%, elle reste donc en 2025 à 75,78%. Et la taxe d'habitation qui était à 10,96 en 2024 est toujours à 10,96 en 2025. Y a-t-il des observations par rapport à ça? Moi, j'ai une observation de forme sur la délibération. Je doute qu'elle résiste à un examen de légalité approfondi. Quand je lis, monsieur le maire indique que les taux des taxes foncières resteront présents, affirmatifs, identiques à ceux de l'année dernière. Ce n'est pas le maire qui indique que les taux, c'est le maire qui propose éventuellement, mais il n'indique pas que les taux resteront constants. Autrement, ce n'est pas la peine que l'on vote quoi que ce soit. D'autre part, j'attire votre attention sur le formulaire 1259 qui a été rempli post-daté. Il était joint à nos convocations avec les taux votés, comme si les taux avaient été votés. Donc, signé par le maire, daté du 14 avril, comme si nous avions déjà voté les taux. Donc un minimum de prévenance aurait voulu que nous votions effectivement les taux sans que le maire indique que les taux resteront identiques. Je pense que la délibération en l'état n'est pas bonne, personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si ça choque personne apparemment. Une indication n'est pas une affirmation. Si indique que les taux resteront, ça c'est une affirmation indicative formelle. Indicative, bien sûr. On change. Donc, on peut la modifier, mais comme les années passées, on a repris ce que l'on faisait les années passées, ça n'avait pas posé plus de problèmes que ça.
le changer par rapport à Andy, que ça ne pose pas de problème qu'on la modifie. On peut encore la modifier si on en est tous d'accord. C'est une modification de forme que l'on peut faire et qui serait, ça ne va pas changer grand-chose au taux, puisqu'ils ne bougent pas et ils resteront donc ceux qui avaient été votés en 2024. Y a-t-il d'autres observations? Je me vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, la D19, c'est le vote du budget, donc le budget communal 2025. Je vous propose donc, pour le budget communal 2025, que la section de fonctionnement soit équilibrée à hauteur de 2 211 750,92 et que la section d'investissement soit équilibrée à hauteur de 2 094 742,90. Je précise que M. le maire demande aux membres du conseil s'ils souhaitent valider la fongibilité des crédits à hauteur de 7,5% des dépenses réelles de chaque section. Bien. Donc, nous allons présenter, par rapport à cette proposition, y a-t-il des observations? Sur la présentation du budget? Sur la présentation de ces chiffres-là d'abord. Ou bien vous allez présenter dans le détail certaines choses. J'attendrai que vous ayez présenté davantage le budget pour faire des observations. Très bien. Donc je vais mettre au vote. Il n'y a pas de présentation supplémentaire que ça. Qu'est-ce que vous voulez que je présente au budget? Vous avez eu tous les budgets sous les yeux. Non, mais en général, ça se fait de... Je vais vous présenter les grands chapitres. Mais vous les présentez quand? Maintenant? Demain? Non, attendez. Ne jouez pas à ça. Non, je ne joue pas à ça. Non, on présente un budget. Je vous demande ce que vous avez eu tous les budgets sous les yeux. Je vous l'ai déjà dit. On a fait une commission des finances qui a permis aux uns aux autres de s'exprimer, parce que vous étiez présents. Y a-t-il d'autres observations que vous voulez faire? Oui, ouais. Vous voulez que je vais vous présenter que les chiffres d'ordre général, sur le caractère général de chaque, mais voilà, après... Oui, j'ai des questions, bien sûr que j'ai des questions. Vous avez des questions? Bien sûr, parce que j'ai des questions pour lesquelles j'ai eu des réponses en réunion des finances, qui était plus une réunion qu'une commission, mais j'ai d'autres questions. Qui était une commission? Oui, peut-être, si vous voulez, puisque on a fait une commission après que le budget ait été décidé. En général, on fait une commission avant qu'il soit établi. Ça, c'est le président qui décide quand il fait la commission, monsieur. Le président décide de tout. Non, le président a le droit de décider, puisque c'est le président. Arrête un peu, Michel. Et en même temps, je vais vous rappeler, il y a d'autres temps où je peux vous dire que le budget n'était pas fait comme ça. Donc, vous savez, il n'y avait même pas de réunion de commission. Non, mais je veux bien le croire. Il n'y avait pas de réunion de commission. Donc, vous voulez bien le croire, mais... Ce qui s'est passé avant ne me regarde pas. Mais si, ça regarde tout le monde. Ça regarde tout le monde, monsieur. L'avenir, on ne le sait pas, mais le passé, on peut justement en parler. C'est ce qui fait toute la différence. Oui, surtout quand on a été mis à l'index, très souvent. Donc, je vais vous présenter ce qui est le fonctionnement, donc les dépenses de fonctionnement, pour commencer, sur notre budget. Ce qui est à charge à caractère général, puisque c'est de là qui est le plus important pour nous, ce sont toutes nos dépenses de fonctionnement et c'est ce qui nous permet à chaque année de pouvoir dégager des excédents, et ce depuis de nombreuses années, sans avoir à acheter ou à vendre des biens, On est excédentaire depuis 2014, puisque avant 2014, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés sur la commune. Et donc après, le but qui était le nôtre, c'est de pouvoir retrouver un certain équilibre, et c'est normal, donc de réduire les travaux qui étaient les nôtres. Mais ça, on le savait, et c'est ce que nous sommes employés à faire avec Mathias quand il était adjoint aux finances. Donc, notre excédent annuel reste sensiblement toujours le même, et vous l'avez dit, on est sur des dépenses de fonctionnement au chapitre 12 qui sont beaucoup plus élevées. Évidemment, nous avons une personne en plus qui est obligée d'être dans notre comptabilité au niveau du chapitre 12, qui représente les salaires de la commune, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes au-dessus des 50%,
Et quand cette personne-là sera partie à la retraite, évidemment, il n'y aura pas de doublon. Donc, nous retomberons en dessous des 50%, ce qui est tout à fait normal, et qui correspond à la strate qui est celle des communes de 2000 habitants comme la nôtre. Voilà. Donc, par rapport à nos dépenses, comme je vous l'ai dit, nous avons des dépenses d'énergie qui restent, sans avoir à faire le détail de tout, parce que vous l'avez sous les yeux, mais sur les postes importants, c'est malgré tout, on a l'électricité qui était 6 000 euros au-dessus de ce qui avait été prévu, et des estimations faites par le SDEC, puisqu'on s'est basé sur les estimations du SDEC. Pour le gaz, c'était un peu moins, mais malgré tout, cette année, on a prévu 65 000 euros, puisque l'année dernière, on avait payé donc 64 000 euros en gros. Donc 65 000 euros prévus. Et pour le gaz, nous sommes restés en gros un peu à la même hauteur que l'année dernière. Il y avait 54 000, on a mis 55 000 euros. Donc après, sur les postes importants, il y a aussi par rapport au bâtiment public, il y a 45 000 euros qui est prévu à la 615-221, puisque là, il y a pas mal de travaux à réaliser qui sont aussi à prévoir par rapport aux chaudières et au dépannage qu'il peut y avoir sur les réparations diverses. Après, nous avons donc ce poste-là qui est au niveau des charges de personnel, comme je l'ai dit, c'est le chapitre 12, où nous avons prévu 854 000 euros. Donc la moyenne qui est celle des communes comme les nôtres tourne entre 750 et 800 000 euros. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, par rapport à ce que ça représente, nous sommes malgré tout dans la strate qui n'est pas la plus mauvaise. Donc, quand cette personne sera partie donc, à la retraite, on récupérera, en gros, c'est 72 000 euros chargés, ce qui fait que ça nous redescendra évidemment en dessous. Justement, cette personne qui est en arrêt de travail des assurances, il faudrait qu'elle couvre les salaires. Je Elle vous rembourse les assurances, les salaires. Alors, je vais en parler après, je vais expliquer. Ça ne couvre pas l'intégralité des salaires et ça ne couvre pas tout sur le salaire. D'accord? Déjà, ça ne couvre que 90% de la part du salaire sans les primes, sans l'IFSE. D'accord? Ce qui fait qu'en gros, sur la commune, sur 90 000 euros, elle récupère 27 000 euros. Pardon, il lui reste à charge 27 000 euros. Donc, vous voyez qu'il reste encore beaucoup à charge. Mais ça, c'est pas le problème. C'est après, évidemment, quand une personne part et qu'il n'y a pas besoin de la remplacer puisque le poste est pourvu, ben c'est pas comme quand on a une ATSEM qui est malade et que l'on doit remplacer. Là, on est obligé de couvrir la partie de salaire que l'on doit nous assumer en dehors de l'assurance et on doit assumer le salaire de la remplaçante. D'accord? Donc, c'est une perte plus importante encore. Donc, je le disais par rapport au chapitre 12, 854 000 euros. Au total, et vous avez tout ce que ça peut comporter. Je rappelle aussi une chose très importante, c'est que le CNRACL augmente pendant 4 ans de 3% par an. Ça, c'est une part aussi importante, puisque on est à 130 000 euros de CNRACL par an, donc tous les ans, ça prendra 3%, et ce pendant 4 ans. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons évidemment inclus dans cette année sur le CNRACL, et vous verrez que par rapport à l'année dernière où on était à 53 600, nous avons utilisé 821 000 et là nous avons prévu 854 000 euros au cas où il y aurait d'autres soucis et des remplacements de personnel qui viendraient évidemment venir impacter encore le chapitre 12. Y a-t-il des questions par rapport au chapitre 12 à part celui qui a été posé? Bien, je continue sur les opérations de charges de gestion courante, où là, vous avez, c'est à hauteur de 223 500. Tout ça, ça concerne les indemnités de fonction, les frais de mission, les créances éteintes, les services d'incendie, les autres contributions, le CCAS, les personnes privées et autres. Donc, nous sommes à hauteur de 223 500. Après, nous avons au chapitre 66 les charges financières à hauteur de 54 800 euros,
Ce sont les intérêts d'emprunt, les financements des intérêts du SDIS. Après, nous avons les charges spécifiques et les dotations aux amortissements, ce qui fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un total de 2 211 750,92. Y a-t-il des questions par rapport à ce chapitre-là, de section de fonctionnement? Bien, donc je vais aborder maintenant le sujet de la section de fonctionnement au niveau des recettes. Donc au niveau des recettes, vous le voyez, vous avez le résultat d'exploitation reporté à hauteur de 655 157,92 €. Vous avez les atténuations de charges à hauteur de 20 000 €. On a après les produits des services du domaine et les ventes diverses à hauteur de 120 570 €. Nous avons les impôts et taxes à hauteur de 98 566 €. Et nous avons les impositions directes à hauteur de 904 000 €. Là, par rapport à ça, vous avez donc ce qui l'impôt direct, les impôts directs locaux, on est resté sur la base de 880 000 €. Vous le voyez juste en dessous des 904 000 €. Nous sommes restés à 880 000 € parce que quand nous avons préparé le budget, comme vous le savez sûrement tous, puisque vous regardez l'actualité, les budgets ont été votés assez tardivement et nous n'avions pas forcément connaissance avec exactitude de ce que pouvait être l'augmentation de la taxe foncière, même si on nous disait que ça pouvait être 1,7. La DGFiP nous a dit qu'il serait peut-être plus prudent eux-mêmes ne savaient pas ce qu'il en était. Il était peut-être plus prudent de repartir sur les chiffres de l'année dernière. Donc l'année dernière, nous avions touché 887 000 €. Nous sommes restés à hauteur de 880 000 € pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et là, la bonne surprise, en fait, c'est que quand nous avons reçu les taux, nous avons pu constater que nous étions à hauteur de 958 000 €. Il est préférable de connaître cette bonne nouvelle qui est un positif plutôt que si on avait fait le sens inverse. On présentait un budget qui était au-delà de ce que les services de l'État nous octroyaient. Donc, vous avez dans l'intégralité des recettes. Après, vous avez les autres produits de gestion courante à hauteur de 20 000 € de prévus. Et puis, donc vous avez une recette de fonctionnement qui est prévue à hauteur de 2 211 760,92, évidemment qui est à l'équilibre. Donc, y a-t-il des questions par rapport à ça? Non. Donc, je vais mettre au vote ce budget de section de fonctionnement. Y a-t-il... non, vraiment pas de questions par rapport à ça? Donc, vous avez... la section d'investissement, parce que c'est là que ça devient aussi très intéressant, j'ai oublié l'investissement. Alors, pour l'investissement, cette année, il y a évidemment, comme vous le savez, de très gros travaux qui sont prévus et qui arrivent à terme, puisque ça aura pris 3 ans pour que l'étude puisse être enfin terminée et que l'on puisse faire l'appel d'offres, ce qui est à l'étude là, puisqu'on a eu l'ouverture des prix, il y a eu renégociation, donc là le cabinet est en train d'expertiser tout ça. Il nous fera sûrement le compte rendu, la commission d'appel d'offres se réunira normalement vendredi matin pour qu'on puisse trancher et choisir l'entreprise. Ce que je sais, c'est que par rapport à l'enveloppe prévue par l'architecte qui était de l'ordre de, au total, 1 million, presque 1,2 million, on est aux alentours de 1 million. Mais je vous dirai ça avec plus de précision après que le cabinet Bercat nous ait transmis toutes les données. En même temps, je précise qu'on a fait faire une étude avec une remise de prix par les entreprises pour remplacer les pavés. Madame Armand
est revenu, les architectes des bâtiments de France, merci Philippe, c'est vrai que j'ai l'habitude de le dire. Donc l'architecte des bâtiments de France a compris, après plusieurs reprises, a compris qu'on ne pouvait pas se permettre de faire n'importe quoi parce que sinon c'était hors de prix. Donc on va pouvoir enlever ces maudits pavés, ça va être regoudronné et ça sera un enrobé grenaille. Alors ne me demandez pas ce que c'est, un enrobé grenaille, c'est un enrobé qui a été choisi par donc, les ABF et qui va convenir très bien, qui ne sera pas du tout de ce que l'on a vécu avec les pavés, qui ne sera pas bruyant comme les pavés et qui ne subiront pas les outrages des véhicules au fil des ans. Donc ça, c'est quand même déjà une bonne chose, surtout que ça correspond à peu près à un prix de l'ordre de 70 000 € hors taxe. Mais malgré tout, c'est 70 000 € hors taxe. Et ça ne rentre pas dans le marché de la CAD. Donc dans le cadre des diverses dépenses qui seront les nôtres, il y a aussi la salle Bastard. La salle Bastard, là, nous allons avoir bientôt, je pense, les prix qui vont nous être remis pour des travaux qui se réaliseront entre fin juin et mi-septembre. Et il y a les toilettes, mais là on va le voir après, puisqu'on va le voter après, les toilettes des écoles qui, eux, vont être faits entre les vacances, pendant la période des vacances scolaires, comme ça avait été le cas pour la maternelle. Donc voilà en gros toutes les dépenses qui vont être les nôtres sur cette année, ce qui est quand même relativement important. Je rappelle que, juste pour mémoire pour chacun, mais dans le cadre des travaux de la CAD, il n'y aura pas la halle cette fois. Il n'y aura que les abords de la halle, puisque les routes de part et d'autre de la halle vont être refaites. Mais que la partie voirie et bordure. Bordure qui n'existe plus, mais les caniveaux de part et d'autre seront faits. Voilà, y a-t-il des questions par rapport à ces recettes, à ces dépenses d'investissement? Moi, je voulais faire un commentaire général sur le budget, donc je vais attendre les recettes. Très bien. Donc, concernant les recettes de la section d'investissement, que vous avez donc sous les yeux, au niveau des subventions, vous avez tout ce qui est porté à hauteur de 379 925,10. Vous avez tout ce qui a été accordé par la préfecture de la Gironde concernant les toilettes du primaire, c'est le fonds vert à hauteur de 17 887. Pour Bastard, c'est 27 539. Après, vous avez l'adhésil de la voie douce qui n'avait pas été encore intégré puisque nous n'avions pas terminé les travaux, malgré que nous ayons eu l'arrêté d'attribution. On a préféré attendre, donc elle est portée là, à hauteur de 100 000 €. On a aussi le conseil départemental qui nous a aidés et qui nous aide à hauteur de 4 348 pour la salle de propreté de l'école primaire. Nous avons pour Bastard à hauteur de 14 227. Et nous avons au niveau de la première tranche de la CAD, puisque vous le savez, c'est sectionné en plusieurs tranches pour toucher le maximum de subventions, nous avons là 64 953 pour cette première tranche. Et vous avez après, au niveau de la DETR, où nous avons demandé 150 000 les 150 000 € de la voie douce, donc, et chaises, Corinne, 970 € de remboursement que nous avons eu par rapport à l'achat de matériel pour les personnes handicapées, problèmes physiques. Donc après, il y a les dotations et les fonds divers et les réserves à hauteur de 501 929 €. Il y a le FCTVA pour l'année qui est à hauteur de 133 620,93. Vous avez les excédents de fonctionnement capitalisés à hauteur de 368 108,15. Et après, vous avez les emprunts réassimilés. Là, on est parti sur un emprunt de 746 925,38. Et après, on a le virement de la section d'exploitation, 457 195,26. Et nous avons les opérations d'ordre de transfert entre sections à hauteur de 8 768,16
ce qui fait 2 94 742,98. Petit rappel par rapport à l'emprunt. Là, il y a qui ne sont pas portés sur les propositions nouvelles de subvention. C'est ou alors c'est une erreur, c'est pas Voie-Douce, je pense pas que ça soit Voie-Douce, mais c'est la CAB. Au niveau de la CAB, on a demandé 150 000 € pour la première tranche de travaux. Ce que l'on sait, c'est que le sous-préfet propose à la commission de monsieur le préfet, puisque c'est lui qui trie les dossiers ici en sous-préfecture le concernant, sur cette partie-là de notre territoire. Et donc, on sait qu'il va être proposé 135 000 € sur les 150 000 € demandés. Il en sera de même sur la deuxième tranche qui sera demandée en fin d'année. Et puis, il y a aussi l'adhésive que nous avons demandé. Et là, j'ai demandé aussi un appui particulier au sous-préfet, puisqu'on est obligé de refaire pour la troisième fois cette partie de pavé qui nous incombe énormément. Et il serait bien, comme je lui ai dit, que l'on puisse être aidé sur quelque chose que nous devons supporter suite aux deux grands travaux qu'il y a eu sur l'autoroute où la déviation a été obligatoire sur notre départemental et on sait en 2020, à cause de l'incendie qu'il y avait eu, l'accident mortel et qui avait bloqué les voies. Et puis après, c'est 2023, quand ils ont refait le péage transformé de béton en enrobé. Donc là, on avait en gros, en moyenne, entre 500 et 700 camions par nuit, ce qui fait que ça a complètement dégradé. Et vous connaissez l'état. Voilà par rapport à la section d'investissement et aux recettes. Et par rapport à l'emprunt, donc viendront en déduction de cet emprunt les subventions. Et évidemment, il sera corrigé aussi par rapport à nos besoins en fonction du choix des entreprises qui se fera donc par la commission d'appel d'offres vendredi matin. Voilà, donc là aussi, on sait qu'on est sur des montants moins importants. Donc on n'aura pas, je l'espère, à emprunter, et ça c'est une certitude, on n'aura pas à emprunter autant que l'on avait fait pour la CAB 1, qui avait été sensiblement du même montant. Voilà. Y a-t-il des questions? Moi j'avais juste quelques petites remarques à faire sur le budget, particulièrement sur le timing dans lequel interviennent tous ces investissements. Alors je sais bien qu'il y a un temps de maturation des projets, il y a eu accumulation de réserves, d'épargne, le temps qu'on étudie tout ça, c'est très bien, donc on est en train de piocher dedans pour réaliser les travaux, c'est très bien. Ce que je remarque là, c'est que moi ça aurait été bien si on avait pu faire un plan pluriannuel d'investissement pour les années à venir, sachant que on n'en est qu'à la première tranche de la CAP, et que clairement il y a d'autres tranches qui vont s'ajouter, et d'autres travaux qui sont à prévoir sur la commune, notamment les travaux de l'église, les travaux d'isolation de terres de chauffage, il y a une certaine liste. Ça aurait été bien d'avoir un plan pluriannuel d'investissement, ce que l'on n'a pas fait, puisque là on avance un peu dans le brouillard. C'est-à-dire qu'on nous annonce 746 000 € d'emprunt pour équilibrer le budget, plus 450 000 venant de la section de fonctionnement. Bon d'accord, ce ne sera pas exactement ça à l'arrivée, parce qu'il y aura des recettes qui vont arriver sans doute, bien sûr. Mais on est un peu quand même dans le brouillard, et quand je vois ce qui s'est passé l'année dernière, quand on a demandé, on a fait au budget un emprunt de 320 000 € pour faire l'équilibre, et on a réalisé 300 000 en juin, alors que je continue à penser qu'on n'en avait pas besoin. Voilà ma crainte, c'est qu'on s'aventure avec un budget que je trouve imprudent. Pourquoi imprudent? Parce qu'on est à un moment où les recettes fiscales stagnent, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein, bon, on a 20 000 € de plus que l'année dernière, on a un tassement des recettes fiscales. On a des dotations d'État qui ne vont pas aller en augmentant. Je ne sais pas si vous avez entendu les nouvelles sur la réduction des budgets à venir. Donc, et on a un pincement sur notre résultat de fonctionnement qui est stable depuis 10 ans, mais qui est stable avec des recettes supérieures. Donc on a un effet qui n'est pas bon, et je pense qu'il va falloir avoir un réglage assez précis pour pouvoir passer. Et donc moi je suis assez inquiet quand je vois une espèce de, si vous voulez, l'imprécision sur ce qui va se passer ensuite, hein, parce qu'il y a d'autres tranches de travaux qui vont arriver. Comment les finance-t-on si on a un emprunt trop important sur cette première tranche? Donc peut-être qu'il aurait fallu avoir une prévision plus étalée dans le temps en attendant qu'on ait la certitude d'avoir les financements correspondants avant d'engager les travaux. Donc voilà pourquoi
on ne votera pas ce budget qu'on considère comme imprudent, un peu insouciant même dans l'état actuel des finances publiques, qui va pas être favorable aux communes dans les années qui viennent. Bien. Il y a d'autres remarques? Juste un petit rappel par rapport à l'insouciance qui est la mienne. Ça caractérise souvent des personnes jeunes, et ça, je vous en remercie et de considérer que je reste une personne jeune. Oui, l'ami, tu peux rentrer. Là, comme je vous l'ai dit lors de la commission des finances, et vous avez les documents à votre possession concernant nos emprunts et l'échelonnement de tout ça, je rappelle pour mémoire que les travaux peuvent être réalisés sur 7 plus dérogation sur 8 ans concernant la CAB. Là, je pense qu'il n'y a pas du tout d'insouciance par rapport à ça. Au contraire, il y a une réelle... Parce que depuis 2014, qu'on y travaille sur des projets qu'on pourrait être susceptible de faire en 2020, à partir de 2020. Donc l'insouciance, ça fait longtemps, très longtemps qu'on est insouciant. Mais on a su remonter les finances pour nous permettre aujourd'hui de réaliser des travaux. Et après, évidemment, quand vous avez fait faire cet audit financier, c'est vrai qu'il n'y a pas d'audit financier. Vous avez compris que c'était s'il vous plaît, excusez-moi. Je vous ai écouté, publiquement, je vous ai écouté, donc je faites de même. Faites de même, s'il vous plaît. En fait, ce qu'il y a, c'est qui est très important, c'est que on regarde comment on peut faire dans l'avenir, et c'est ce que on a fait depuis des années, on a toujours travaillé comme ça. Jusqu'à présent, ça fait 30 ans que je suis élu, donc j'ai une petite expérience par rapport au montage des budgets qui ont été les nôtres au fur et à mesure de toutes ces mandatures. Et je sais une chose, c'est que la programmation qui a été la nôtre pour le futur, elle n'est pas sur une mandature. Chaque fois, on se reprépare sur 2 mandatures. Qu'est-ce qu'on va être capable de faire? Et comme vous avez pu le constater, les études qui ont été faites par rapport à des subventions à hauteur de 30%, 40% et 60% ont fait que on savait à peu près ce qu'il était possible pour nous de faire. Et bien sûr qu'on savait que ça allait altérer nos finances et que on se retrouverait pas forcément tous les ans avec une fin d'exercice qui serait excédentaire au même niveau. Et si on a fait le choix de faire l'emprunt l'année dernière, c'est parce qu'on savait que de toute façon, l'argent, on allait pouvoir le réinjecter dans ce qui est cette année la CAB, et pas que la CAB, parce que nous allons financer les travaux de Bastard, et nous finançons aussi les travaux des écoles. Donc, il y a divers travaux, il y a nos excédents qui sont là aussi pour venir payer ces travaux, et il y a après des travaux structurants qui sont relativement importants comme la CAB, où là, on se doit, ou comme on l'a fait avec la voie douce, on se doit d'emprunter, puisque c'est quelque chose qui s'amortit sur du très long terme. Je rappelle que la CAB, la première CAB a été faite et a été terminée en 2012 au niveau de tout le parvis de l'église, et toute cette partie-là. Donc, comme vous pouvez le constater, juste quand même, on a emprunté en 2007 1 million d'euros. 960 000 euros pour être exact, parce que la précision a son importance. 960 000 euros. En 2008, nous avons emprunté 950 000 euros pour réaliser les travaux qui sont les nôtres. Et le discours que vous tenez là, c'était le discours qui nous était tenu à l'époque, où on disait qu'on mettait la commune à sac et qu'on n'allait pas y arriver, comment on allait faire pour payer. Eh bien, regardez. Nous avons réussi, après 2014, à contenir les annuités qui étaient les nôtres au niveau des emprunts. Nous avons réduit au minimum les emprunts qui étaient les nôtres. Nous avons récupéré de la capacité d'emprunt parce qu'on a toujours des emprunts qui se terminent et ça va être le cas dans la mandature prochaine. Donc voilà, c'est simplement à un certain moment savoir ce que l'on fait, comment on le fait, en étudiant évidemment avec précision notre capacité à pouvoir nous désendetter. C'est la raison pour laquelle on est redescendu à un peu moins de 4 ans d'endettement sur cette mandature-là. C'est pas le fait du hasard. C'est parce qu'on a su faire extrêmement attention, on a su avoir un fonctionnement et des dépenses de fonctionnement qui ont été resserrées de partout. Ça, c'est important. Après, évidemment, personne n'a oublié que nous avons subi, comme tout le monde, et comme toutes les autres communes, plusieurs augmentations, et la même année, ça a été des augmentations à la fois de salaire, ce qui était normal parce que les salaires des agents étaient bloqués depuis plus de 10 ans.
On a eu des augmentations au niveau de tout ce qui est denrées, au niveau de tout ce qui est gaz, électricité, donc tous ces consommables, qui font que tout ça est excessivement cher. Je le rappelle, en même temps, parce que par rapport aux écoles, nous n'avons pas suraugmenté le prix des repas, parce que les parents, ils sont attentifs, et effectivement, mais c'est la part communale qui vient compenser la différence qu'il peut y avoir. Donc, je pense que nous avons, quoi que vous puissiez en dire, maîtrisé encore une fois nos dépenses, nous maîtrisons nos investissements, parce qu'en plus, on a, à quelque part, peut-être un peu de chance, mais comme pour les voies douces, nous avons obtenu 80% de subventions sur 500 000 euros. Donc, je pense que là, c'était déjà pas gagné, mais nous les avons eus. Aujourd'hui, on nous demande d'accélérer le développement des voies douces, puisque autant les deux CDC du Sud-Gironde et de Convergence Garonne se sont unis pour pouvoir travailler avec le cabinet d'études pour les développer encore plus rapidement. Donc, vous voyez, il y a des choses, on est malgré tout dans l'air du temps. Le développement des voies douces, c'est très important aussi pour le tourisme au niveau de notre commune et le vignoble, qui est le nôtre. Donc, oui, on sait où on en est par rapport à la cave. On sait que là, on est sur la partie principale et qui est la plus coûteuse. Après, ça va se réduire, évidemment, parce que ce sont les investissements les plus gros ce sont ceux-là. Et je vais prendre un exemple par rapport à ceux que l'on peut être amené à avoir comme subvention et qui n'étaient pas prévus et que l'on n'avait pas du tout inscrite. Ben, elle n'est pas du tout inscrite parce qu'on ne l'avait pas prévu et on vient d'avoir du département 60 000 euros, 59 800 et quelques, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est un peu moins de 60 000 euros hors taxe pour la réfection de l'enrobé, alors qu'il nous avait dit vous aurez rien du tout. Donc ça fait partie aussi, peut-être à votre grande déception, des subventions qu'on est amené à toucher et que vous auriez pu penser que on n'aurait pas grand-chose. Donc du coup, sur l'opération de la cave, on est en gros par le département à hauteur de 320 000 euros sur cette partie-là. 320 000 euros, je vous dirai le chiffre avec beaucoup plus de précision, c'est quand même pas rien. Donc vous avez des subventions qui sont aussi celles de l'État. Donc il y a deux tranches. La première tranche, elle se base sur 135 000 euros qui est proposée donc au vote à monsieur le préfet, ce qui fait que normalement il n'y a pas trop de raisons qu'on ne l'ait pas, parce qu'elle a franchi l'étape la plus importante, c'est celle du sous-préfet. Donc après, il y aura celle de la deuxième tranche. Donc j'ose espérer que sur les 746 000 euros d'emprunt que l'on souhaite faire, ça va venir le réduire de beaucoup. Ce qui fait que nous sommes en capacité de pouvoir supporter cet endettement, puisque on ne reviendra pas normalement avec les annuités qui vont s'éteindre. Nous n'arriverons pas au palier qui était le nôtre avant de la période de 2008 à 2014. Je vous invite à regarder de combien étaient nos annuités, parce que c'est ça aussi qui était intéressant. Il y a des communes qui sont endettées de même strate que nous, je parle des communes de même strate que nous, qui sont, elles, ont des annuités de, par exemple, 400 000 euros. On en est très très loin. 400 000 euros, c'est quand même relativement important. Nous, on n'en est pas à ce stade-là. Et la CAB, elle va servir à faire... Tout ça va être refait à faire rayonner notre commune. Quand on voit la commune de Céron, qui est une réussite aussi, et je les en félicite, comme Prégnac est en train de faire, nos communes ont besoin de ce rafraîchissement pour pouvoir se projeter sur les années à venir. Je rappelle que les derniers travaux sur notre Grand Rue, donc la départementale 118, datent de 1984. Donc je pense que tous ces travaux-là ont été largement amortis. Je peux répondre. Je peux répondre, parce que là, il y a un petit mélange en fait dans ce que j'ai dit. Moi, je ne m'oppose absolument pas aux travaux sur la cave. Je suis tout à fait conscient que ces travaux sont importants, sont nécessaires. Concernant les subventions, vous avez l'air de penser que je regrette qu'on touche des subventions. Je me réjouis, la commune de Marsac touche le maximum de subventions. Donc, ne nous trompons pas, il n'y a pas de doute à ce sujet. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Alors, vous me dites qu'on a fait 300 000 euros d'emprunt, on les aura pour l'année prochaine, très bien, mais ça... Entre-temps, on a payé des intérêts un an avant, c'est tout. Donc, c'est tout ce que je dis. En termes de gestion, on pouvait faire mieux. En ce qui concerne les capacités de remboursement de la commune, ce qui compte, c'est pas quel est l'endettement total de la commune ou l'endettement par personne, on s'en fout un peu de ça. Ce
qui compte vraiment, c'est quelle est notre capacité à rembourser. Et ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que nos résultats ont tendance à plafonner et que notre capacité d'autofinancement a tendance à diminuer. Et plus on va augmenter les impôts, plus on va restreindre la capacité d'autofinancement annuel. C'est tout ce que je dis. Et donc je dis attention aux emprunts, 746 000, alors ils seront sans doute inférieurs, et je voudrais être certain qu'ils soient un peu mieux réglés qu'ils ont été réglés cette année, 2024, parce qu'on n'avait pas besoin de cet argent. Et alors, si vous pensez que je n'avais pas compris, les réponses de la globale que j'ai faite là, ce n'est pas pour tenir compte tout simplement de tout ce que vous dites là, d'accord? Il y a une chose très importante. Notre capacité à rembourser, on la connaît, d'accord? Et si vous n'avez pas compris aussi que je vous expliquais qu'il y avait un désendettement qui se faisait et des annuités qu'on allait récupérer. Et tout ça sur la mandature prochaine. Ce qui fait que c'est un étalement par rapport à nous sur la dette telle qu'on l'a prévu. Donc il n'y a pas, bien sûr qu'il faut rester prudent. Et bien sûr que l'on sait pertinemment que nous ne serons pas tous les ans à 260 ou 270 000 euros d'excédent. Mais ça fait partie aussi du choix qui est le nôtre par rapport à ça. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi, parmi tout ça, une projection qui est faite, comme nous l'avions faite en 2005, quand nous avons décidé de réactualiser notre bourse. Vous n'êtes pas sans savoir que, évidemment, une commune comme la nôtre, si elle n'a pas de construction nouvelle, eh bien, elle ne pourra travailler que sur l'imposition qui est la sienne. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas de rentrée fiscale supplémentaire, vous allez devoir augmenter les impôts. Sinon, vous ne pouvez pas pouvoir assumer les travaux futurs. Là, je vous le dis, il est important, puisque je l'espère, tel que c'est prévu, fin septembre, le PLUI sera voté, nous aurons à le voter en suivant dans nos communes respectives, de façon à pouvoir permettre à ce que, enfin, on puisse ouvrir à la construction des terrains et permettre à la commune, comme on l'a fait par le passé, quand on a ouvert la construction, le lotissement Alice et Paul Laperge, comme on a ouvert la construction, les deux autres lotissements, le Clos de Flore et le Clos des Vignes, ça nous a amené, évidemment, des finances supplémentaires avec une population supplémentaire. Et tout ça reste relativement important. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte, et c'est ce qui a été fait, monsieur Garat. Voilà, donc, les conséquences. Très bien, ne faites plus de commentaires. On va arrêter là. Là, vous pensez que vous êtes peut-être le seul à pouvoir maîtriser ce qui peut être les finances de la commune. Toujours est-il, taisez-vous et écoutez-moi s'il vous plaît. Non, je ne vais pas me laisser. Mais non, excusez-moi. Excusez-moi, mais là c'est moi qui vous parle, donc vous écoutez. Non, je ne vous insulte pas. Il n'y a pas d'insulte, que je sache. Donc je vous dis simplement que le budget il reste maîtrisé. C'est un exercice qui est relativement important pour nous et pris très au sérieux par nous, qu'il a toujours été. Voilà. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Oui, moi j'ai une question. Je suis surpris de votre attitude, M. Garat, parce que vous avez été élu sur notre liste, vous avez été adjoint aux finances avec nous, vous avez cautionné cette même politique qu'aujourd'hui, que vous critiquez. Expliquez-moi le revirement. Il n'y a pas de revirement, mais ça, ou alors vous faites semblant de ne pas comprendre, je m'exprime mal, j'en suis désolé si je m'exprime mal. Je suis simplement en train de dire que ça fait un amas. Alors, effectivement, il y a des échéances électorales, on va se parler clairement. Donc on a l'impression qu'il faut tout faire très vite pour que tout ça puisse être bouclé dans l'année qui vient. Et donc, moi je disais simplement qu'il y avait peut-être des façons plus sages d'avancer sur la carte. Sage ou plus frileuse? Non, pas plus frileuse. Oh, c'est lui qui me dit ça. Non, pas plus frileuse. C'est moi qui me dis ça. Oui, pas plus simple. On va pas, je pense pas qu'on ait besoin d'épiloguer là-dessus. Moi je suis absolument... Parce que j'ai une question moi, aussi à poser. À quel taux avons-nous l'emprunt aujourd'hui? 3,70. Qu'est-ce qui vous garantit que vous l'aurez mieux l'année prochaine? Mais non, il n'y a rien qui garantit, mais quand on fait un emprunt, quand on en a besoin, on ne le fait pas un an avant par précaution. C'est ça que je voulais dire. Donc moi, il y avait une certaine prudence est nécessaire pour caler le niveau de l'emprunt par rapport à la demande. Je ne me souviens non plus, M. Garat, d'avoir vu pendant votre passage aux finances de propositions et encore moins de résultats de plan pluriannuel. De plan pluriannuel, on n'en a pas fait, effectivement, puisqu'on n'avait pas les données chiffrées par rapport à tous les programmes qui ont été faits. Mais vous le connaissez, le programme. Mais non, on ne peut pas faire un plan pluriannuel si on n'a pas les montants d'investissement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà, il y a quand même pas mal d'interrogations dans votre discours.
Ça pose question quand même, votre attitude. Juste par rapport aux travaux et l'échelonnement des travaux. Beaucoup de communes ne sont pas forcément dans un ordre de réflexion comme vous le pensez parce que les élections approchent. Malheureusement, ils ont été contraints par les différentes problématiques qui ont été les nôtres pendant tout ce mandat. Je vous rappelle, vous n'avez qu'à regarder Prégnac. Prégnac, malheureusement, ils sont comme nous, c'est maintenant qu'ils sont en travaux, ils ont commencé l'année dernière, mais ça a été compliqué de pouvoir réaliser des travaux avant. Et Dieu sait s'ils auraient aimé que ça puisse se faire avant. Nous, c'est un peu la même chose. On aurait aimé que ça puisse se faire avant, sauf que là encore, les dernières discussions avec les ABF, donc l'architecte des bâtiments de France, elles ont été assez tardives. Donc, et quand on sait que tout est point bloquant la concernant, si elle ne remet pas sa signature au bas de la petite feuille, ben, ça veut dire que vous ne serez pas subventionné par l'État. Donc c'est soumis à condition. Donc vous devez travailler avec toutes les institutions qui sont les nôtres et on doit faire avec. Et malheureusement, c'est peut-être ce qui fait que c'est la lourdeur française, mais toujours est-il, c'est comme ça, on doit la subir et on doit avancer en fonction de l'avancement qui est le leur. Donc ils n'ont pas que nous non plus comme dossier, c'est pas. Mais malgré tout, on fait les choses telles qu'elles doivent se faire. Et oui, j'aurais préféré qu'elles puissent se faire avant. Pourquoi? Parce que il y a 4-5 ans de ça, les taux d'intérêt étaient à 1%. Oui, ça aurait été beaucoup plus intéressant pour nous. Mais en même temps, peut-être que les entreprises à cette époque-là avaient beaucoup plus de travaux et donc on serait sur des montants qui seraient totalement différents et supérieurs à ce que l'on voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à l'étude du cabinet, les prix qui nous sont remis, ils sont à, mettons, 1,2 million. Et là, aujourd'hui, on se retrouve à des offres qui sont inférieures. Il y a 4-5 ans, ça aurait été le contraire, parce qu'il y avait du travail partout. Il y avait du travail partout. C'est ça. Mais donc, du coup, là, aujourd'hui, entre les taux d'intérêt et puis le coût que ça va représenter entre 300 et 400 000 euros de plus sur les 1,2 million, je ne sais pas ce qui est le plus et le moins intéressant. Toujours est-il que je sais aussi, par expérience, que quand on a fait faire la CAB 1, on s'est retrouvé avec des taux d'intérêt qui étaient relativement importants, mais on n'était pas... alors là, vous allez dire, hein, c'était la période électorale, tout a été fait, beaucoup de travaux. Non, mais je vous le dis, parce que vous faites état de ça, donc je vous dis, quelle que soit l'époque, on fait les travaux quand on peut les faire, en fonction aussi des subventions que vous pouvez être amené à toucher. Donc là, il était peut-être bien aussi qu'on soit en capacité d'attendre pour pouvoir avoir les meilleures subventions possibles. On a travaillé avec les services du département qui nous ont poussé à faire les choses comme ça pour pouvoir toucher le maximum au niveau subvention départementale. Et je m'en réjouis, parce que si M. Pouget, et je le cite, et je le remercie encore, il est parti à la retraite, quel dommage pour nous, parce que c'était une personne extrêmement importante pour nos communes, qui défendait nos communes, et qui nous a expliqué vraiment comment il fallait faire, tous aussi sont nés pour avoir le maximum de subventions. Et c'est en ça que tout ça est important. C'est que si vous n'avez pas les bonnes personnes au bon moment, eh bien, vous ne pouvez pas faire les choses comme vous le souhaitez. Et on se serait retrouvé avec très peu de subventions et à assumer des montants beaucoup plus importants. Donc à l'arrivée, on le fait dans le temps, comme ça doit être fait. La seule chose qui est importante, c'est qu'on puisse faire tout en une seule fois, puisque l'enrobé doit être fait en une seule fois, sinon la route se dégradera très rapidement. Voilà la raison pour laquelle on veut que l'intégralité de la Grande Rue soit faite dans l'année et non pas une partie cette année et une autre partie l'année prochaine. Et ça, c'est la condition aussi pour le département, puisque la bande de roulement, ça leur appartient. Alors là, en plus, ils nous les financent, ben, tant mieux, on ne pouvait pas espérer plus. Eh bien, on fera les choses de façon à ce que le soit bien fait et que ça puisse durer au minimum 30 ans. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions souhaitées? Il y a encore une question. Que vous a dit la DGFiP par rapport à ce budget? Eh bien, qu'on avait un bon budget, qu'il aimerait qu'il y ait plus de communes de la même strate que nous qui soient logées à la même enseigne que nous, et qui nous a fait une petite projection, donc gratuite, puisque le DGFiP travaille gratuitement, une petite projection par rapport aux finances qui sont les nôtres et aux investissements qui sont les nôtres, et qui nous a rassurés
sur notre futur. C'est ça le plus important. Parce que peu importe de savoir qui sera élu, peu importe de savoir qui sera élu à la mairie. Le plus important, c'est pas faire comme il s'est fait dans certaines communes. Je vais prendre l'exemple de Prégnac, pour en avoir discuté très, très longuement avec Thomas Fiatre, le maire de Prégnac. C'est que une mandature, vous avez tel maire, si ça change, et bien tout ce qu'a fait l'autre, on arrête. C'est ce qui s'est fait à Prégnac. Ils ont arrêté la CAB et bien mal leur en a pris. Parce que à cette époque-là, il y avait des subventions beaucoup plus importantes que maintenant. Et maintenant, ben, ça ferait 5-6 ans ou 7 ans que ça serait fait. Là, à l'arrivée, comme dit Thomas, ben, on se retrouve dans un entonnoir et on se retrouve pressé comme des citrons, quoi. Voilà. Donc, c'était pas forcément judicieux. Donc, comme j'ai dit, c'est quand vous avez des projets comme ça qui sont programmés et que l'on sait que là, le département, et j'espère pour eux aussi qu'il y aura des jours meilleurs, et qu'ils pourront de nouveau refinancer un peu plus comme ils le faisaient par le passé, ben, tout le monde n'en sera pas mécontent. Et je peux vous dire que nous, le fait que ce soit inscrit comme on l'a fait en début 2023, eh bien, on se le retrouvera pour plus tard. Donc qui que ce soit le maire de la commune, peu importe. Ouais, moi j'ai une réflexion aussi par rapport à ça très honnêtement. Je suis élue dans l'opposition depuis un petit moment déjà. Et moi, je regarde aussi le fléchage du budget. Là, le fléchage du budget, il est très intéressant parce qu'il est vraiment structurant pour l'ensemble de la commune et des habitants. Il va dans le sens de l'intérêt général. Ça nous change effectivement de certaines mandatures où effectivement les projets étaient faits pour l'avenir politique d'une personne qui avait une certaine ambition. Moi, ça me convient totalement. Je vous le dis très clairement. À partir du moment où c'est dans le sens de l'intérêt des Barsaquais, ça me va. Et je vois en plus qu'il y a effectivement. Décidément, il y a des ondes qui doivent. La voix ne doit pas passer. Parce que c'est pas du tout ce que j'ai dit. Moi, je n'ai pas du tout remis en cause la CAB. Parce que j'ai remis en cause la CAB. J'ai voté avec les autres les demandes de subvention. Donc on ne me raconte pas des faits, on ne me raconte pas n'importe quoi. Je suis simplement en train de parler du timing et de l'imprudence par rapport à cet emprunt majeur, dont je voudrais bien qu'il soit géré d'une façon plus fine et plus équilibrée que le précédent qui n'aurait pas dû être fait. Ce n'est pas compliqué à comprendre ça. Oui, je n'ai pas remis en cause le reste. Je suis en train de parler de la mécanique, je ne suis pas en train de parler de la politique. Mais est-ce que j'ai dit le contraire? Isabelle, vous êtes en train d'enfoncer les portuaires, excusez-moi. Oui. J'ai pas dit le contraire, on est tous d'accord là-dessus, sur cette table. Il ne faut pas nous dire qu'on n'est pas d'accord sur la CAB. Du coup, sur le fléchage du budget, c'est déjà pas mal. Mais j'ai répondu aussi sur le budget et le budget à venir de la CAB. Mais c'est bon. Donc, je vais mettre au vote. Oui, qui s'abstient, 2. Qui est contre? On est 3. Merci. Là, vous n'êtes pas d'accord avec la CAB. Non, on n'est pas d'accord avec c'est le budget qu'on voit sur monsieur. Alors, la D20, si vous permettez, c'est le vote du budget 2025 pour le service communal de l'assainissement. Donc, petit rappel, monsieur le maire demande aux membres du conseil s'il souhaite valider la fongibilité des crédits à hauteur de 7,5% des dépenses réelles de chaque section. Donc, la section d'exploitation est équilibrée donc à 421 596,17 et la section d'investissement est équilibrée à hauteur de 214 912,84. Donc là, évidemment, concernant l'assainissement, petit point par rapport à ce que on vous a dit depuis plusieurs mois, là, c'est que notre souhait, c'était de partir sur le syndicat. Le problème par rapport au syndicat, c'est que nous devons faire une étude obligatoire qui coûte 120 000 €. Donc cette étude concerne, il faut nettoyer les 11 km de réseau au fur et à mesure que l'on fait passer la caméra et les fumées. Pourquoi? Parce que eux, pour pouvoir rentrer dans quel que soit le syndicat, que ce soit le syndicat intercommunal qui est sur Toulaine, Fargues, Langon, tout ça, que si c'est la compétence communautaire. Nous avons pour obligation de faire ce travail-là et ce qu'ils veulent savoir, c'est si tout le réseau est un état des lieux, veulent savoir si le réseau n'a pas de problème
Là, ça leur permettra de solution très libre. financer. Donc, du coup, 120 000 euros, vous avez dû le voir sur le budget de l'assainissement, mais nous ne les avons pas, pour pouvoir prétendre à faire ça. Et c'est même, on est sur un budget qui est extrêmement limite, où on a toujours navigué à vue parce que, sans rien vous cacher, hein, c'est comme ça depuis 2014, où on a été obligé d'augmenter de 25%, donc de 20% et 15% c'était, 20% et 15%. On avait augmenté donc en 2014 et 2015 pour pouvoir absorber les surcoûts qu'il y avait eu par rapport au financement tel qu'il était là, puisque là aussi il y a de très gros emprunts qui ont été faits, et ce qui est venu nous plomber, c'est l'assainissement au port, qui est excessivement cher pour très peu de maisons, donc pas du tout rentable. Mais par contre, on était sollicité pour pouvoir le faire, puisqu'il fallait assainir tout ce qui touchait la proximité du Ciron et de la Garonne. Puisque je rappelle que tout était rejeté dans les fossés là-bas, en hauteur derrière les maisons, et la digue. Donc bon, il fallait assainir tout ça. Donc vous avez un budget qui est en section de fonctionnement au niveau des dépenses, même s'il est maîtrisé au ras des pâquerettes, on ne pouvait pas faire mieux que 421 596,17. Donc je ne vais pas vous détailler tous les chapitres, vous les avez sous les yeux, mais je peux vous dire que tout est vraiment contraint au minimum de ce que l'on peut faire. Il y a aussi, il faut aussi prévoir les risques d'avoir des pompes qui pètent, comme c'est le cas assez régulièrement, mais ça n'a pas une durée de vie infinie, donc ça aussi c'est une certaine complexité. Il faut essayer d'anticiper, mais pas trop non plus, parce qu'on n'a pas suffisamment de financement. Voilà, donc ça c'est je dirais, le casse-tête chinois. Je ne vous cache pas qu'il nous tarde qu'on puisse rejoindre le syndicat. Mais là, on va être obligé d'attendre un peu, surtout que la loi a été repoussée parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait aussi des élections municipales qui arrivaient, avec des syndicats sûrement qui allaient changer, puisque ce sont des élus qui sont à la gestion des syndicats. Donc ils se sont rendus compte qu'il était peut-être préférable d'attendre que 2026 soit passé pour pouvoir remettre ça sur... Je pense qu'on peut éventuellement l'amortir assez rapidement, hein, si effectivement cet état des lieux, en fait. Hein, effectivement, est-ce que cette dépense oui, parce que, comme je l'ai toujours dit, hein, depuis que je suis dans l'opposition, cette station a été mal pensée, mal faite, surdimensionnée, et ça ne peut aller qu'en s'aggravant les coûts de fonctionnement. Donc, à un moment donné, il va falloir effectivement trouver une solution. Et ce que vous dites, en fait, illustre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, là, on avait un projet qui a été fait pour la communication d'une personne qui avait des ambitions politiques. Là, on essaie de retrouver en fait le sens de l'intérêt général, ça me va encore. L'objectif reste de rejoindre le syndicat de tout le monde. Ouais. Le syndicat, oui, de la Garonne. C'est l'objectif. Parce que il y a de très gros emprunts qui sont là et qui viennent gréver le budget pour beaucoup. Même si on en a un qui se termine de l'ordre de 13 700 €, qui se termine cette année, donc on le fait en début d'année, donc ça y est, il est fini, mais on retrouvera, ça n'apporte que 13 000 € de plus à l'année, quoi. Ce qui n'est pas énorme non plus, et le prochain se termine en 2028, qui donnera 19 000 €. Donc voilà, effectivement, c'est des sommes qui peuvent paraître importantes, mais ne le sont pas par rapport au budget qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que ça devient compliqué par rapport à ce budget-là. Il va falloir qu'on prenne des décisions à un certain moment sur ce que l'on va faire, déjà, ne serait-ce que pour pouvoir payer 120 000 €. Alors, 120 000 €, c'est une estimation qui est faite sur l'étude qui est à faire, puisqu'il y aura un appel d'offres par rapport à ça, mais en gros, ça va tourner aux alentours de 100 000 €. Donc, il faut 100 000 € pour pouvoir faire cette étude. C'est la seule étude maintenant qui nous manque pour pouvoir transmettre ça aux syndicats et qu'ils puissent statuer sur notre sort. Est-ce que c'est intéressant pour eux? Pour le moment, au niveau de la station d'épuration, ils sont venus.
Pour eux, c'est pinette, quoi. Pour eux, il n'y a pas d'inquiétude. Même le réseau dans son ensemble, à la visite, pour eux, il n'y a pas de difficulté. Par contre, la station a donc 10 ans. Là, on commence à faire la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on a déjà refait un poste, c'est de la Carlas. Et la Carlas, ça nous a coûté 60 000 €. Et il resterait 7 à faire. Bon, La Carlas, c'est le plus gros poste. Voilà, pas dans l'immédiat, mais dans les 10 ans à venir. Donc, vous voyez, cette fois 50, on est à 350 000. Donc, ça vaut le coup de se pencher sur les 120. Après, ce qui est important de préciser, c'est que le syndicat de Touraine, style un poste comme la Carlas, où nous, ça nous coûte 60 000 €, eux, ils pourraient le faire. Nous, on l'a fait faire. C'est pour ça que ça nous coûte autant. Voilà. Eux, ils ont d'autres moyens que la commune n'aura jamais. C'est bien ce que je peux faire. Voilà, ils sont vraiment équipés. Voilà, ils sont équipés pour faire ça. C'est leur métier. Et pour les habitants aussi, c'est très intéressant parce que ça leur réduit effectivement les coûts. Et là, on ne parle que des postes. On ne parle pas de tout ce qui est périphérique au poste, c'est-à-dire le câblage, les armoires, et les pompes elles-mêmes qui sont le pied d'usure. Même le fonctionnement de la station aussi. Oui, tout à fait. Ah, je le sens après. Oui. Oui, je voulais intervenir à ce sujet sur ce budget d'assainissement. Donc, effectivement, on a vu qu'il était en déficit structurel d'exploitation, qu'il n'y a pas vraiment de la chance, c'est des travaux s'ajouter. Concernant le budget de 120 000 €, ou 100 000, ou peu importe s'il y a des subventions, s'il n'y en a pas. Enfin, non, il n'y en aura pas. C'est un budget important. Effectivement, on n'a effectivement pas la trésorerie et pas les moyens de payer. Donc, ça fait partie typiquement des choses qui, à mon avis, vont venir abonder, vont coûter très vite à la commune qui est autorisée exceptionnellement à financer ce type d'investissement, dans la mesure où ce n'est pas du fonctionnement. La commune peut tout à fait financer ce budget de façon à préparer l'arrivée au syndicat intercommunal, si c'est la décision qui est prise, et c'est la décision qu'il faudra sans doute prendre, parce que c'est la logique du système d'aller se fondre dans un système plus grand, plus professionnel que le nôtre, sachant que, autre impact financier, donc un impact financier de cette étude qu'il faudra faire, ça nous ramène à notre budget communal de tout à l'heure, ça veut dire que ça va être des frais supplémentaires. Il y aura certainement une mise à niveau technique à faire, c'est-à-dire des travaux à faire avant d'arriver, c'est ce qui est arrivé un peu après, bien possible. Il y aura des impayés qui courent qui sont de l'ordre de 98, qui sont à 98 000 € en fin d'année, qu'il faudra payer au risque aussi sur le budget communal. Enfin, ça ne va pas être gratuit d'arriver là-bas. Ça ne va pas être gratuit et ça ne va pas être magique. Parce que comme on a des coûts qui sont supérieurs aux leurs aujourd'hui, ça ne va pas être magique. C'est jamais magique de rattraper une erreur. Non, mais la rattraper, c'est déjà bien. On a un peu l'obligation de se conforter avec un système plus gros, mais dans la façon dont ça va se passer quand on va arriver avec nos tarifs, si vous voulez, comme on a des tarifs qui sont supérieurs aux leurs, on va continuer avec nos tarifs élevés, on va pas se fondre, ça ne va pas être une moyenne, hein. Chacun va rester avec ses tarifs, donc chacun n'arrivera pas à la moyenne régionale de l'ensemble. Donc il faut avoir conscience aujourd'hui que sur l'assainissement à Barsac, on est derrière Pujol, la commune la plus coûteuse. On est le système le plus cher derrière Pujol est juste devant nous, et on est plus cher que des sociétés comme des sociétés qui sont de droit privé. Donc si vous voulez, on a un vrai problème qui n'est pas prêt de s'éteindre. Donc là, il faut pas, moi je dirais, il fallait pas le retarder. Peut-être que cette étude, il aurait fallu la faire dès maintenant, sachant qu'elle est assez longue à faire. C'est une étude de 4 saisons ou pas? Il me semble, bien sûr. C'est une étude de 4 saisons. Donc, si vous voulez, il y a 1 an de trucs. Donc, ça veut dire qu'on va encore fonctionner 1 an boiteux. Et avant de savoir ce qu'il faut faire. Donc, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais des finances de la commune. Alors, quand on parle d'une année, c'est une année boiteuse, non pas du tout. Parce qu'il est bon aussi d'attendre ceux qui sont censés vous recevoir. Il faut être à leur écoute parce que c'est eux qui prendront la décision de nous recevoir. C'est ça. Oui, pas de problème, bien sûr. Ce que je vous dirais par là, c'est qu'il faut bien comprendre que nous, on est les demandeurs. Eux, ce sont eux qui vont accepter et qui prendront la décision. Donc, on est aussi à leur écoute. Et là, aujourd'hui, quand vous dites non, on prend du retard, non. Par rapport au temps qu'il est donné, oui, par rapport aux élections qui arrivent, l'échéance de l'année prochaine, tout le monde ne peut pas prendre cette responsabilité là, aujourd'hui. D'accord ? Donc c'est pour ça que nous restons attentifs
à ça, et nous travaillons encore avec eux, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous l'avez bien compris, et malheureusement, on aurait souhaité qu'ils puissent faire l'étude. Ça nous aurait coûté moins cher, mais ils ne peuvent pas être partis. Mais autrement, bien sûr que ça aurait été l'idéal pour nous. Et quand bien même si on avait décidé de la faire en disant mais c'est juste on l'a fait faire comme ça pour savoir où on en est, et puis on décide d'aller les retrouver, on aurait pu être attaqué, ce n'était pas 2 tomes, parce que sinon, ça servirait à quoi? Et la demande initiale a quand même été faite il y a au moins 2 ans. Oui. Donc, je pense qu'on a été quand même prévoyant. Mais voilà, il y avait d'autres priorités aussi pour le syndicat. Il y avait vous avez d'autres chats. Bien. Bon, par rapport à la section recettes de fonctionnement, comme vous avez pu le constater, comme la diminution là aussi de la consommation d'eau ne nous aide pas, alors après on ne peut pas demander à la population d'être plus économe, et puis en même temps, c'est vrai que c'est compliqué, parce que quand vous avez une population, c'est comme pour les poubelles, quand vous avez une population qui fait attention, qui devient économe, et que là vous leur mettez autant d'augmentation que ce que le pays par le passé, ben, ça devient compliqué. Alors évidemment, il y a ceux qui sont au tout à l'égout, qui sont reliés, et puis il y a ceux qui ne le sont pas. Pour ceux qui ne le sont pas, aujourd'hui, ils vous disent, mais j'ai pas forcément envie, sauf s'ils sont dans un cas contraint où ils ont des difficultés pour pouvoir assainir correctement. Mais autrement, ils vous disent, mais moi, j'ai pas forcément envie. Les Japonais qui sont dans cette salle et qui n'ont pas encore le tout à l'égout, ben, ils n'ont pas peut-être forcément envie de payer beaucoup plus cher. Alors que là, aujourd'hui, ben, la solidarité, elle marche que dans un sens, parce que les gens qui sont reliés au tout à l'égout, ils n'ont pas forcément envie de payer plus cher pour qu'on puisse raccorder les autres, ou pour pouvoir permettre à notre assainissement, à notre budget d'assainissement de se porter mieux. Donc c'est compliqué. Après, c'est le pollueur-payeur. Et évidemment, la commune, le but, c'est pas forcément qu'elle vienne abonder sur l'investissement de l'assainissement. Hein, heureusement que c'est plus le cas depuis longtemps. Mais malgré tout, si on avait besoin d'aider à une petite hauteur, le budget communal serait là pour le faire aussi, parce qu'on va avoir besoin de le faire le moment venu, après les élections de 2026, quand tout le monde aura pris sa place dans toutes les communes et dans les syndicats. Donc, oui, ce sont des recettes, là aussi, qui restent compliquées, hein. Parce que, petit rappel par rapport à ça, il faut savoir qu'il n'y a plus de subventions du tout. Il n'y a plus de subvention, il n'y a pas de subvention d'État, il n'y en a plus de DETR, il n'y a pas de subvention d'Auto-Garonne depuis longtemps, puisque nous avons au-delà de 70% du réseau général d'assainissement fait, vous n'avez plus de subvention. Donc. Et là, aujourd'hui, il y en a encore moins. Ils ont décidé de toutes les supprimer. Autrefois, c'était le département qui vous finançait, et à Auto-Garonne à hauteur de 70% sur tous les travaux. Voilà, c'est terminé. Bon, y a-t-il des questions par rapport à ça? Je mets au vote, qui s'abstient, 2, qui est contre, 3. Merci. Donc la D21, c'est les subventions communales aux associations. Je vais laisser donc Philippe vous les présenter. Les subventions communales. Donc, vous savez que la commune de Barsac continue d'accompagner les assos en les aidant dans la réalisation de leurs actions sur le plan financier, logistique et technique. Par l'attribution de subventions, le conseil municipal affirme ainsi sa politique de soutien au tissu associatif local. Les premières demandes ayant été reçues, la commission association s'est réunie le 31 mars 2025 pour poser les montants de subventions. Monsieur le maire propose que soient votées les subventions suivantes au profit des associations barsacaises. Par ordre alphabétique, Arrimage, 600 €. Association parents d'élèves, 800 €. Avenir Barsacais, 1000 €. Boudoir récréatif, 300 €. Club Soleil Automne, 1400 €. Comité des fêtes, 1500 €. Détente et loisirs, 750 €. École de musique, 1000 €. L'association Inès, 300 €. Le judo club, 900 €. Montée de son, 400 €.
pétanque Boutoclaise 450 €, Tempo-Dance 350 €, Tennis Club Barsaquet 1000 €, UNC Portes 300 €, pour un total de 11 050 €. Là, toutes les subventions ne sont pas Alors, affichées, ce qui veut dire il manque le Vélo Club, le Amitié Barsac Sénégal et la chasse. Pour ça, tu as reçu le dossier quand même. Oui, mais ça, on l'a reçu trop tard. D'accord. ça sera. Donc, ça c'était serait juste une- un petit problème administratif sur les dossiers qui ont été rétablis quelques jours après la commission, mais c'était déjà trop tard par rapport au délai de transmission des documents. Pas de problème. Voilà. Donc, ça sera pris en compte pour le. Dès que les prochaines seront toutes là, la commission. Il y a manque. Y a-t-il des questions par rapport à la subvention communale des associations? Non. Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. L'unanimité. La D22, c'est l'attribution du marché de travaux concernant la restructuration du bloc sanitaire de l'école primaire. Donc là, je vous informe que la consultation a été lancée pour le marché de travaux relatif à la restructuration du bloc sanitaire de l'école primaire et la CAO s'est réunie le 14 mars 2025 pour l'analyse des offres et vous proposer de retenir les entreprises par lot. Donc vous avez, c'est coloré pour tout le monde là, ce que vous avez reçu, très bien. Vous avez donc les entreprises avec, pour la première partie, vous aviez l'estimation de l'architecte, après les entreprises du lot 1 qui ont été retenues parce que c'était les moins disantes, et vous avez les entreprises numéro 2, là, avec le montant hors taxe qui représente la partie la plus importante. Donc les entreprises qui ont été retenues, c'est Condou pour la maçonnerie à hauteur de 9 433 €. La menuiserie aluminium, c'est TCB pour 12 341 €. Plâtrerie et isolation, 4 500 €. C'est Rouillon pour 3 209 €. L'électricité VMC, c'est la porte 5 628. Le carrelage, c'est JML 4 388,50 €. Les menuiseries bois, c'est TCB 27 120 €. Plomberie sanitaire, c'est Pandanx 11 442. Peinture, c'est Darcos 1156,65. Petit rappel par rapport à les conditions aussi, c'est de pouvoir les faire dans des temps bien déterminés, donc c'est que les vacances scolaires. Alors, je peux vous dire que là, c'est plus compliqué pour trouver au niveau des artisans. Donc en fait, je crois que mis à part un, qui est le carrelage, mais c'est les mêmes entreprises que celles pour les toilettes de l'école maternelle, ce qui peut être rassurant puisque tout a été fait en temps et en heure. Donc ça, c'est rassurant. Qu'est-ce qui fait que là, les travaux ont été commencés que cette année et pas l'année dernière, par exemple? C'est parce que par rapport aux demandes de subventions qui ont été les nôtres, où on a été un peu insistant, on a aussi touché des subventions du département et aussi par rapport à la DETR, il faut savoir que vous ne pouvez pas demander plus normalement de deux DETR par an à l'État. Aujourd'hui, la tendance repart plus à une simplement DETR et peut-être un DESI. Donc, il fallait, comme on avait demandé déjà d'autres DETR, on était obligé d'attendre si on veut pouvoir être subventionné. Après, si on ne veut pas de subvention, bon, on ne demande rien et puis on paie avec nos fonds propres. Ce qui n'est pas forcément judicieux. Il est toujours préférable d'avoir, même si c'est un minimum, il est préférable d'avoir les subventions si possible. Donc, ce qui a été le cas. Donc, on est sur une estimation qui était prévue par l'Archi à hauteur de 87 600 €. Et donc, le montant hors taxe avec le choix des entreprises que je vous ai présenté est à hauteur de 74 718,15 €. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Je vais mettre au vote. Oui, juste pour dire qu'en même temps, on va profiter de l'occasion pour savoir où passe le tout à l'égout. Parce qu'on ne sait pas où il ressort. Ça a été fait dans les années 90. À cette époque-là, j'avais demandé à José Clément, qui était à l'époque agent technique, il me dit, je ne peux pas te dire parce que ça a été fait au mois d'août, je ne sais pas du tout où ça passe. Donc, ils vont partir à la recherche pour savoir, un petit peu, on va mettre les fumées pour savoir où c'est que ça va.
Donc, je vais mettre au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci pour nos enfants. Je rappelle, les toilettes là, il y a eu une mise aux normes du tout à l'égout, donc à 94, 12, quelque chose comme ça, 94. Et donc construite en 68, me semble-t-il, ces écoles, et depuis, il n'y a pas eu d'autres travaux de fait. La D23, c'est l'approbation pour l'acquisition des parcelles en ZPANS, et donc, comme je voulais, on l'avait voté en début de mandature, je vous rappelle la politique communale de préservation de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels menés à Barsac, et considérant que la commune souhaite acquérir en totalité les parcelles, donc la B124, la 57, 56, 55, la 54, la 40, la 31, et de façon partielle les parcelles 34 et 33 appartenant à l'indivision, à Mesdames Poli, Mas, d'Élysée. Et donc, et messieurs Poli et Mas. Donc, tous, sur les dernières parcelles 34 et 33, n'ont pas voulu vendre. Et 32. Et 32, pardon, j'ai pas dit 32 34, 32. La 34, 33 et 32. Vous l'avez dans le non, mais c'est parce que sur mon non, mais c'est parce que sur mon document, il y a marqué que 34. Ouais, 34, ouais. Et 32. Et sur le tableau, il y a 32. Donc voilà, ils ont décidé de ne pas vouloir vendre leur part, donc il n'y a que certaines personnes qui vendent, donc vous avez le maîtrise là. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Je mets au voix qui s'abstient, qui est contre. Merci. Donc la D24, c'est la convention d'occupation temporaire du domaine public au port. Là aussi, il y a eu appel à candidature qui a été fait selon les règles. Il n'y a eu qu'une remise qu'un seul candidat. Donc, écoutez, c'est le même que l'année dernière. Il y a un seul et autre candidat qui a appelé, mais c'était clos, malheureusement. Autrement, il aurait fallu qu'on statue sur la présentation. Je l'ai eu au téléphone, ce monsieur adorable. Mais malheureusement, donc, il m'a dit que l'année prochaine, il essaierait de faire la candidature. Donc là, c'est comme l'année dernière, et l'utilisateur occupera cet espace pour l'exploitation d'une guinguette éphémère durant 6 mois, du 1er mai au 31 octobre 2025. Donc, y a-t-il, là, le montant de la redevance s'élève à 900 € pour les 6 mois d'exploitation. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Je mets au vote qui s'abstient et contre. Merci à l'unanimité. Écoutez, il est exactement 19h58. La séance est terminée. Oui, pardon. On a reçu il y a quelque temps de la part de la CDC, donc tout à l'heure des taxes d'ordures ménagères. Alors ça fait pas mal de bruit au niveau de la CDC. Il y a des comités, des pétitions qui ont été réalisées. Moi, j'aurais souhaité avoir quelques renseignements de la part des gens qui siègent à la CDC et la raison pour laquelle ils ont voté d'ailleurs. On a reçu un courrier de la CDC dans lequel il nous a dit il y a 20% des usagers qui ne participent pas au financement du service ramassage d'ordures ménagères, engendrant un manque à gagner important pour la collectivité de 190 000 € par an. Alors moi, j'avais en tête que sur la rive gauche, on était plutôt bien avec le système qui était le nôtre, et que la rive droite était moins bien. Alors, j'ai plein de questions, on va peut-être pas y passer 2 heures, mais juste pour comprendre, il y a des gens aussi qui m'ont posé des questions, donc j'ai du mal à leur répondre. 190 000 € par an, mais depuis combien d'années? On peut reprendre rapidement, je ne vais pas m'étendre, on va reprendre rapidement pourquoi on en est arrivé là et pourquoi ça a été voté. Pourquoi ça a été voté? Parce qu'on était devant un mur. On était devant un mur et il y a eu une étude qui a duré pendant 1 an, puis je peux te faire passer, qui fait 50 ans de BAC et de travail très sérieux qui a été fait pour savoir comment on pouvait redresser la situation. J'ai fait partie des gens à la CDC qui, depuis le début, et là, ça pourra se retrouver dans tous les procès-verbaux de réunion et de conseils communautaires, a attiré l'attention avec quelques autres, nos voisins de Guilax, Budos, Virla, Nerval, etc., sur la situation désastreuse du budget des ordures ménagères, qui est un budget qui ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'il y avait deux. Il y avait ordures ménagères rive droite, ordures ménagères rive gauche.
rive droite, c'était déjà travaillé par le CEMOCTOM, et c'était facturé par la CDC. Et à rive gauche, on avait notre système avec la COVED et la redevance incitative. Très bien. Ce système ne fonctionnait pas. Pourquoi il ne fonctionnait pas? Parce qu'il n'y a pas, au niveau de la CDC, de quoi aller chercher les factures d'impayés et d'avoir la logistique suffisante en administratif pour enregistrer les gens qui sont référencés aux poubelles. Je prends un exemple. Tu habites ta maison avec 2 enfants, tu t'en vas, tu les ménages, une personne arrive avec 4 enfants, ou 5, ils ne vont pas se signaler à la CDC pour dire attendez, il faudrait une poubelle plus grosse, il faudrait qu'on paye plus cher, parce qu'on arrive, on est plus nombreux. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ces cas-là? Les gens s'en vont sans signaler, la CDC facture, le gars est parti, la personne est partie, relance après relance, donc ça participe aux impayés si on n'arrive pas à le retrouver, parfois ils arrivent à le retrouver, et donc on n'arrive pas à mettre, ils n'arrivaient pas à mettre la main sur le client, en quelque sorte, ce qu'on appelle l'usager. Donc ça, il y avait une grave défaillance, et donc il y avait 20% des gens qui n'étaient pas identifiés. Et ensuite, on a le même système. 20%, c'est quand même énorme. Ah, c'est absolument énorme, mais c'est une dérive depuis 10 ans. C'est une dérive depuis 10 ans. Les 190 000 euros par an, ça fait 10 ans qu'il y a 190 000 euros par an. Mais il y a pas, mais il y a 1 million d'euros qui sont dehors. Il y a 1,5 million entre les deux. Alors, dis-moi si je me trompe, mais ce que j'avais entendu jusqu'à présent, c'est que sur la rive gauche, notre système était excédentaire. Non, il n'est absolument pas excédentaire. Il peut être excédentaire en compte d'exploitation, mais il n'est pas excédentaire dès que tu commences à trouver qu'il y a des impayés. Tu comprends? Sur ton compte d'exploitation, ça va, ça s'équilibre. Ça s'équilibre sans faire d'investissement à la déchetterie qui a besoin d'un investissement d'1,5 million. Ça s'équilibre si tu comptes pas tous les frais, ce qui était le cas. Si tu veux, il y avait des frais qui étaient supportés par la CDC et qui n'étaient pas refacturés au budget des ordures ménagères. Donc à ce moment-là, ça a fait baisser artificiellement le prix que l'on a payé assez longtemps sur la rive gauche. Et tout d'un coup, il y a un effet de levier qui se passe. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a plus d'1 million d'euros dehors, dont 600 000 euros sont pris en charge sur le budget de la communauté de communes, et le reste, ce sont des impayés qui vont être purement et simplement effacés. Donc, une fois qu'on a fait cette étude, il est arrivé qu'il aurait fallu embaucher un nombre de personnes tellement important sur une surface tellement petite, qui sont de 13 communes, que ça ne pouvait pas économiquement fonctionner. Pour faire l'assainissement, on arrive à une échelle qui ne fonctionnait plus. Et notre redevance incitative ne fonctionnait plus. Pourquoi elle ne fonctionnait plus? Parce que de plus en plus, il y avait des écarts dans les tris, et on se retrouvait avec 30% d'écart. C'est-à-dire qu'il y avait 30% d'erreurs de tri dans le bac jaune. Et ces 30% d'erreurs de tri dans le bac jaune, ça coûte 2 fois plus cher, puisqu'il faut les amener au centre de tri, qui les refuse, et ça repart. Alors que sur le CEMOCTOM ou sur la rive droite, ils étaient à 15. Donc là, c'est des coûts supplémentaires qui s'ajoutent. Donc pour toutes ces raisons, on est arrivé... On va pouvoir supprimer carrément le bac jaune, du coup. Pardon? On va carrément supprimer le bac jaune. Pourquoi? Non, mais attends, c'est sérieux ce que je suis en train de dire là. J'essaye d'expliquer ce qui s'est passé, donc on peut plaisanter. Et clairement, c'est grave. Je vois pas pourquoi je m'amuserais à trier. Non, mais attends, mais ça c'est les impacts après, si tu veux. Mais si tu veux, la situation elle était telle qu'il fallait prendre une solution comme le qui regroupe 85 communes, plus de 100 000 habitants, qui a une logistique bien supérieure à ce qu'on pouvait avoir avec notre... Et qui sous-traite qui peut sous-traiter à la COVED, par exemple. Carrément, c'est ce qu'il faut. Mais qui peut sous-traiter. Donc clairement, il n'y avait pas d'autres solutions dans tous les scénarios qui ont été évoqués. Moi, je m'y suis opposé plusieurs fois. On peut trouver ces éléments dans les commissions, dans les différentes commissions des ordures ménagères auxquelles j'ai participé. Et on est arrivé à un certain nombre devant ce mur en disant mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas d'autre solution. Ou alors on continue à accumuler les impayés et la situation va être de plus en plus dramatique. Donc voilà pourquoi on est arrivé au CEMOCTOM. Et alors le problème du CEMOCTOM, on a bien vu le problème, c'est que on n'est pas capable. En principe, on en a parlé tout à l'heure, c'est pollueur-payeur. Pollueur-payeur, la redevance incitative, c'est intelligent. Bon. Mais là, on n'est plus du tout dans le pollueur-payeur. On est dans une taxe. On est dans une taxe, je veux dire, on est dans une taxe sur le patrimoine. C'est un impôt, en fait, qu'on va payer là. Ça n'a rien à voir avec les ordures ménagères, on est d'accord. Mais ça, c'est le gros défaut du système. C'est le gros défaut du système. Et c'est un défaut qui pourrait se corriger au niveau législatif si on était capable de prendre en compte le nombre d'habitants ou les parts fiscales, que sais-je. Mais clairement, là c'est vrai, c'est un système totalement injuste
totalement sécurisé pour le budget collectif, Voilà. totalement sécurisé, et totalement injuste dans son financement pour environ 40% des gens qui vont payer. Parce que là, le taux qui est avancé par la CDC de 14%. 12,35, ça a été voté la semaine dernière. Pardon 12,35. 12,35. Oui. Ce qui se pratique lorsqu'il y a ce type de taxe, Bordeaux, etc., moi, les retours que j'ai, c'est entre 7 et 8%. Et alors pourquoi c'est entre 7 et 8%? Pourquoi? C'est parce que nous, ça coûte plus cher. Parce qu'on est à la campagne, on fait des kilomètres, parce que ça coûte plus cher, et on a une base fiscale qui est plus faible. À partir du moment... Comment ça se passe, le CMOLTOL? Le CMOLTOL, il dit, j'ai un budget total de fonctionnement de, je ne sais plus combien, c'est 5 millions, enfin bref, j'ai plus de chiffre en tête, enfin, peu importe. J'ai un budget de fonctionnement de tant de millions d'euros que je vais répartir au prorata des habitants. Hein, il y a 110 000 habitants, je fais une division, ça coûte, pour la CDC Convergence Garonne, ça coûte un peu plus de 3,7 millions. Ça va coûter un peu plus de 3,7 millions, alors que les budgets auparavant qu'on avait rive droite et rive gauche, ça coûtait 5 millions. Ça veut dire qu'on va payer 1,3 million de moins globalement. Donc, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce chiffre, on regarde la base fiscale, on fait la division. Donc à partir de... Oui, non, mais la conclusion, c'est qu'effectivement, c'est les gens, les propriétaires, qui vont payer parce qu'on estime qu'un propriétaire est plus... Mais je suis d'accord. Voilà, et qu'au final, grosso modo, c'est que les gens qui payent et qui remplissent leur devoir, ouais. Eh ben, on va leur demander de payer encore plus. On peut même se poser la question sur la légalité du système, dans la mesure où on n'est pas dans le pollueur-payeur. Mais tout le monde s'en accommode au niveau des ordures ménagères en France, puisqu'il y a 80% des gens qui sont à la taxe pour cette raison de sécurité financière. Alors, moi j'ai entendu beaucoup de choses qui se sont dites à droite à gauche, ouais, ils ont voté ça, on a voté ça parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas d'autre choix que de voter ça. Et donc clairement, et moi je suis le premier concerné, moi j'ai une taxe, un truc qui va augmenter, c'est multiplié par 2,5, quoi. Donc c'est la folie. On est d'accord. Excusez-moi, mais quand vous dites qu'on se devait de voter la taxe, on n'avait pas d'autre choix. Vous avez eu le choix de voter le budget ou de le refuser. Non. Attendez. Vous avez refusé de voter le budget. D'accord? Donc là, vous dites aujourd'hui que vous étiez obligé. Non. Parce que quand on est représentant d'une commune, à la CDC, on se doit aussi de défendre les intérêts communaux. Et là, par rapport à la taxe, excusez-moi, quand vous dites 80%, c'est pas 80% des comités de communes qui fonctionnent comme ça. Vous en avez d'autres qui fonctionnent à la redevance et qui fonctionnent très bien. Il n'y a aucun problème. Donc, le débat de la taxe pour pouvoir renflouer les caisses de la CDC, c'est une chose. Ça ne renfloue pas les caisses. Non, mais ça renfloue les caisses des impayés qu'il peut y avoir sur les OM. Mais excusez-moi, je suis en train de vous expliquer comment les gens perçoivent les choses, et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on se retrouve dans une position où vous avez une population qui, elle, se retrouve une personne seule avec une maison qui correspond à celle qu'on pouvait avoir parce que les enfants sont partis. On est d'accord. Voilà. Oui, vous êtes d'accord. Mais vous aviez le choix aussi de vous positionner comme étant contre cette mesure qui allait affecter le plus grand nombre et pas que les Barçaquais, parce que ça affecte tout le monde. Donc, certainement, vous avez fait votre choix. Ce que vous dites n'est pas juste, parce qu'il aurait fallu, si on n'avait pas pris ce système, il aurait fallu rembourser les impayés et il aurait fallu payer le juste prix. Et là, c'est pas 60%, 40% qui auraient payé plus cher. Mais dites-moi, monsieur Gara, c'est votre poids qui a fait basculer le vote? Non, pas du tout. Eh bien voilà. Non, mais pas du tout mon poids qui a fait basculer. Donc, au même titre que quand vous votez contre le budget passe quand même. C'est le résultat d'études, si vous voulez, qui ont été faites et très sérieusement. Et on avait une solution qui était pire, qui était de rester en l'état, d'absorber les impayés, de reprendre les charges qu'avait la CDC, d'embaucher du personnel pour aller chercher les impayés, et ça coûtait le double à tout le monde. Parce que embaucher du personnel pour faire les relances des impayés, oui. C'est ce que vous êtes en train de dire. Moi, quand je reçois mes factures pour les poubelles, c'est la trésorerie. Oui. D'accord? Alors, juste pour info, moi, j'ai reçu une aide d'un lycée pour 7,50 €. Oui. De la trésorerie. Oui. Donc, il y a l'aide de relance. Alors, moi, je suis désolée, quand vous ne payez pas une facture qui vient de la trésorerie, très souvent, vous avez des tiers détenteurs. Ouais. Donc, c'est fonctionné sur les comptes des personnes qui ne payent pas. Ouais, pourquoi ça n'a pas été fait? C'est fait par la trésorerie, mais dans la mesure où ils arrivent à recouvrer. Et ils n'arrivent pas toujours à recouvrer les dites sommes, si vous voulez. C'est ça, il y en a qui vont dire les tenteurs et au-delà. Il y en a qui vont jusqu'à la saisie, et ça peut durer 3, 4 ans, 5 ans. Et puis, il y a un moment donné, il faut bien le dire, la trésorerie n'a peut-être pas fait son boulot. Elle n'a pas fait son travail. Le premier boulot, il est fait par l'émetteur de la facture. Donc, si
Et si on arrivait à le faire au niveau, il y a des systèmes qui fonctionnent à la redevance parce qu'ils ont un service comptable en interne structuré qui fait les relances en temps et heure, avant que la trésorerie s'en saisisse. Donc voilà la question. Donc c'est aussi un problème d'organisation de la CDC? Oui, parce qu'il n'y avait pas le personnel pour le faire. D'accord. Et est-ce que, moi, la question que je me pose, c'est le système que l'on a, pollueur-payeur, pourquoi ça ne peut pas marcher? Mais il n'est pas pollueur-payeur. Non, parce qu'on avait, nous, à la... en payant au poids nos ça ne marchait pas, alors peut-être que ça... Pourquoi ça ne marche pas? Ça marche ailleurs. Il est possible que ce soit, qu'on revienne sur une taxe incitative dans les 2 ans qui viennent. Il faut avoir 2 ans de fonctionnement à blanc. À la taxe. On reviendra à la taxe incitative. On ferait une taxe incitative. Et si on revenait à la taxe incitative, est-ce que ce serait toute la CDC? Pardon? Est-ce que ce serait toute la CDC? Parce que avoir 2 systèmes... 3, ça arrive. Il y a Sainte-Croix du Mont qui a peur. Sainte-Croix du Mont est à Paris. C'est complètement aberrant. Quel est l'intérêt de faire une CDC? Là, on a le même. Ah, mais là, il y a l'intérêt qu'il y a de faire une CDC, on est d'accord là-dessus. Mais sauf que là, maintenant, il faut se la bouffer puisqu'elle est là. Quoi. En gros, il n'y a pas de choix. Donc la CDC, elle est là. Est-ce que ça veut dire dans le futur, le système sera uniformisé ou il est uniformisé avec la réponse. Là, ça y est, avec la taxe. Avec la taxe. Oui, mais donc, si on repasse dans 2 ans à la même... Non, si dans 2 ans, il est possible qu'on arrive sur une TOMI, c'est-à-dire une taxe d'ordre ménagère incitative. Et ça sera par référence à ce qu'on aurait fait avant. Donc, si vous voulez, c'est un peu compliqué parce qu'il faut avoir une base de référence pour que ça se... Tu as déjà vu un impôt se faire sortir un impôt? Quelqu'un sortir un impôt, toi? Mais on est d'accord, c'est de l'impôt, quoi. Ça, c'est un impôt. Mais par contre, pourquoi on continue à faire deux poubelles? Parce que le tri est obligatoire. À quel moment? C'est la loi, c'est la loi. Et puis, de toute façon, le problème, c'est que si on ne trie pas, les autres, ça nous coûtera encore plus cher. Ça sera encore plus cher. Mais non, mais par rapport à ça, on est d'accord. Moi, ce qui me surprend, c'est par rapport à votre discours, c'est que vous vous êtes senti obligé de voter pour la taxe. Senti obligé. À un moment donné, on vous demande de trouver des solutions. On est élu pour trouver des solutions. Oui. La solution, elle n'est pas idéale. Hein. Et moi, j'en sais quelque chose personnellement. La solution, elle n'est pas idéale, mais il n'y en avait pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Je vais vous envoyer le dossier, c'est intéressant. Je pourrais l'envoyer aussi à ma collègue du conseil communautaire qui ne siège pas. Donc il qui aurait pu m'aider. Alors moi, ça me retombe dessus, mais bon, franchement... Non, ça ne vous retombe pas. C'est avoir des éclaircissements. Non, mais je donne des éclaircissements. Il y a pas mal de... Puis ça, je veux dire, il y a eu une pétition sur Barsac. Il y a des sur Portet. Mais oui, parce qu'il y a une information fausse qui circule en disant que tout le monde va payer plus cher, ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout le monde ne va pas payer plus cher. Les simulations qui ont été faites, il y a 60% qui vont payer moins cher. Après, il y a une proportion qui va payer 50 € de plus. Mais le problème, c'est qu'il y a eu une très mauvaise communication, je suis d'accord. Le problème majeur, c'est que tout le monde est en train de comparer le prix qu'il va avoir cette année avec le prix qu'on avait l'année dernière à la CDC. Le prix qu'on avait l'année dernière à la CDC, il n'aurait pas pu être maintenu comme ça, il aurait fallu intégrer les impayés, intégrer tout ce qu'il fallait rajouter dedans, et à ce moment-là, vous vous retrouviez avec un prix qui augmentait entre 50 et 70%. C'est avec ce chiffre-là qu'il faut comparer. Et donc, on n'est pas capable de le faire, ça, le budget a été clos. Donc, la question, elle est là. La question, c'est qu'on compare avec un prix qui était sous-évalué, qui ne permettait pas de financer un service. Donc, vous pouvez toujours comparer. Mais c'est évalué tous les ans, ça. Mais non, mais ça ne marchait pas. Le système ne marche pas. Et ça fait 4 ans qu'on le dit. En même temps, on ne peut pas demander à la population de comprendre ce qui se passe, alors que ce sont les élus qui en ont la gestion. Donc, quand on demande aux élus qui nous représentent d'avoir une bonne gestion, après, à ce niveau-là. Alors que les mandatures précédentes, il n'y a pas eu le travail qui était fait, qui soit fait pour que ça change, puisque, je le rappelle, c'est comme pour tout, évidemment, c'est le pollueur-payeur. Moi, qui suis là depuis un certain nombre d'années, je peux vous dire qu'on en a vu des augmentations au niveau des poubelles. C'était pas triste. Quand on parle de l'assainissement, c'est pas comparable avec l'assainissement. C'était presque 4 ans sur 6, vous aviez en gros 20% d'augmentation. Donc oui, c'est un service qui n'était pas facturé à son coût. Voilà ce qu'on peut dire. Bien, oui. Et qui est libre de le Alors, il est 20h15, je lève la séance. Merci à vous.